C'est un rapport de force qui est resté très tabou pendant plusieurs années. Le rapport de force entre les ONG internationales qui reçoivent les fonds directs des bailleurs de fonds institutionnels et les ONG locales et régionales comme la mienne qui ne reçoivent que la deuxième ou troisième tranche. C'est un sujet vraiment très tabou. Pourquoi ? Parce que je peux vous dire que lorsque l'on travaille au niveau local et régional, si on partage trop notre mécontentement, on peut perdre nos fonds tout simplement. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Et s'il était temps de parler d'argent ? Dans cette série consacrée au financement durable, nous interrogeons des chercheuses, des activistes, des bailleurs de fonds et des artistes pour répondre à la question « Comment financer un monde plus juste ?» Dans ce troisième épisode, nous nous intéressons aux ONG. Comment lèvent-elles des fonds et à quelles conditions ? Virginie Lepetit. Le 27 février, nous célébrerons la Journée mondiale des ONG. Ces organisations à but non lucratif sont actuellement plus de 70 000 dans le monde, selon l'Union des associations internationales. Certaines, Amnesty International, la Croix-Rouge ou plus récemment l'ONG russe Memorial, ont même obtenu le prix Nobel de la paix. Mais quelle que soit leur taille et leur mission, humanitaire, environnementale, économique, elles dépendent du bon vouloir des bailleurs de fonds. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment renverser le rapport de force entre certains bailleurs de fonds et les plus petites des ONG ? Émilie Pradichit, fondatrice de l'ONG Manushaya, nous répond. Je suis franco-laotienne. En fait, je suis née réfugiée politique. J'ai grandi en banlieue parisienne à Paris. Et de par mes origines laotiennes et de par mon enfance, avoir grandi en banlieue parisienne, j'ai pu expérimenter, mais également voir de mes propres yeux des discriminations raciales, les inégalités structurelles qui peuvent exister en France et qui est malheureusement très grandissante de nos jours. Et donc, j'avais envie de devenir juriste international ou avocat international. Et donc, j'ai fait des études de droit. Je suis allée à la Sorbonne. J'ai ensuite intégré le gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères, puis l'ONU, en pensant que c'était des institutions qui allaient m'aider à changer le monde. C'était mon rêve. Et j'ai vécu de grandes désillusions au sein de l'ONU, en voyant comment les financements étaient partagés avec les communautés, ou pas du tout partagés même avec les communautés sur le terrain, comment c'est un milieu très bureaucratique, qui au final ne sert pas à grand-chose, n'a pas vraiment d'impact pour l'amélioration de la vie des populations sur le terrain, et qui au final, tout ce système international et multilatéral ne faisait que profiter les gouvernements. Donc j'ai décidé de quitter l'ONU pour ouvrir ma fondation qui s'appelle la Fondation Manushaya, qui signifie être humain en sanskrit. La Fondation Manushaya est une fondation féministe, régionale, basée à Bangkok, qui veut défendre les droits des communautés autochtones, des minorités ethniques, des femmes, des minorités LGBT, des défenseurs de l'environnement. L'un de ces projets concerne actuellement les agricultrices autochtones de Thaïlande. Manushaya travaille en soutien des agricultrices de la forêt Saitong au nord-est de la Thaïlande, qui appartiennent à la minorité ethnique de la population Isan, et nous travaillons également avec les femmes des peuples autochtones. Et ce qui se passe en Thaïlande, c'est que les femmes des peuples autochtones et les minorités ethniques ne sont pas reconnues par le gouvernement. Ils n'ont pas de statut légaux et beaucoup d'entre elles n'ont pas la nationalité thaïlandaise. Donc du coup, elles ne peuvent pas bénéficier de services sociaux et puis elles n'ont pas accès à leurs droits. Et ce qui se passe en Thaïlande, c'est que le gouvernement thaïlandais utilise le changement climatique comme une arme en leur faveur pour accaparer les terres de ces agricultrices. C'est-à-dire que les femmes des peuples autochtones, n'ayant pas de titre de propriété, n'ayant pas de droit, se retrouvent expulsées de leurs terres par le gouvernement thaïlandais, et ces terres sont ensuite revendues aux entreprises. Et c'est vraiment très problématique parce que cela est fait en toute impunité, dans l'invisibilité totale, et les femmes autochtones sont vraiment sans voix et ne sont ni entendues ni reconnues. Elles ne peuvent pas avoir accès à la justice parce que justement elles n'ont pas d'identité. En plus de ça, elles souffrent également de discrimination raciale, parce qu'il y a énormément de discrimination raciale envers les femmes des peuples autochtones et des agricultrices vivant dans la forêt. Et donc, elles vivent vraiment, on dit en anglais, the struggle within the struggle, c'est-à-dire qu'elles sont femmes, donc elles font déjà partie d'une société très patriarcale,
Et en plus de ça, elles appartiennent à des minorités ethniques et à des peuples autochtones qui subissent des discriminations raciales en Thaïlande. Nous sommes leurs représentants légaux au niveau international. On va chercher justice au sein des enceintes onusiennes, au sein des rapporteurs spéciaux de l'ONU ou des procédures spéciales. Nous soumettons des plaintes à ces enceintes onusiennes pour que leurs droits soient reconnus, pour mettre pression sur le gouvernement thaïlandais, pour que le gouvernement arrête de les expulser, arrête de violer leurs droits, arrête de vendre leurs terres aux entreprises. Et en même temps, on dénonce également l'hypocrisie du gouvernement thaïlandais qui fait croire à la communauté internationale qu'ils sont en train de s'adresser au problème du changement climatique, mais au final, ils le font en mettant en prison les personnes qui, au final, protègent la forêt. Parce qu'il est vraiment très important de reconnaître que les agricultrices qui vivent dans la forêt et les femmes des peuples autochtones sont des gardiennes de la forêt. Elles savent vivre avec la forêt et elles protègent la forêt. Elles ne sont pas des criminels. Pour mener à bien ses missions, Manushaya, comme toute ONG, doit lever des fonds qui financeront des aides et des actions sur le terrain, mais paieront aussi les salaires des gens qui travaillent pour l'association. Cette recherche permanente d'argent occupe une grande part du temps d'Emilie Pradishit. La Fondation Manushaya reçoit de manière annuelle entre 350 et 400 000 dollars. C'est un budget de fonctionnement assez petit ou moyen pour une ONG régionale de notre taille. Les gens ont tendance à croire qu'on reçoit plus, mais non, c'est juste qu'on sait bien utiliser les réseaux sociaux. Donc, on reçoit un budget de ce montant-là, mais je dirais que, étant donné que nous sommes une fondation en Thaïlande, les 3/4 de l'argent doivent aller sur le terrain. Et seulement 1/4 peut être retenu pour tout ce qui est opérationnel, donc payer les salaires et le maintien du bureau. Les 3/4 doivent aller sur le terrain. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous faisons beaucoup de subventions aux communautés avec lesquelles nous travaillons. Par exemple, les femmes des peuples autochtones et les agricultrices de la forêt en Thaïlande avec lesquelles nous travaillons, nous leur faisons des petites subventions pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, pour qu'elles puissent avoir accès à des avocats au niveau national, pour que lorsqu'elles viennent à nos trainings ou à nos formations, elles puissent avoir quelqu'un qui puisse garder leurs vaches ou qui puisse travailler leurs terres à leur place. Donc, il y a des frais à chaque fois que nous les invitons à des formations, à chaque fois que nous devons renforcer leur capacité et leur apporter des connaissances légales et des connaissances pour se battre pour leurs droits, on les retire de leur travail. Et comme on les retire de leur travail, on doit pouvoir les soutenir en échange. Donc, on doit pouvoir leur donner de l'argent pour ne pas que défendre leurs droits devienne au final un fardeau. Nous passons énormément de temps à recueillir des fonds. Nous passons énormément de temps à recueillir des fonds parce que nous travaillons au niveau local et régional et nous ne sommes pas forcément connus des bailleurs de fonds. Et nous devons souvent passer par des organisations internationales. Donc, qui sont vraiment nos bailleurs de fonds? Je dirais des gouvernements bilatéraux de manière directe lorsque nous passons par les ambassades. Donc, par exemple, si on reçoit de l'argent à travers l'ambassade canadienne, comme nous l'avons fait pour le projet avec les femmes des peuples autochtones, nous allons recevoir entre 15 000 et 25 000 dollars canadiens, ce qui est un petit montant pour un projet à grand impact. Lorsque nous avons des projets sur plusieurs années, nous passons par des ONG internationales. Pourquoi? Parce que les bailleurs de fonds bilatéraux ne nous faisaient pas assez confiance à l'époque pour nous donner de l'argent tout de suite. J'ai fondé Manushaya en 2017, donc la fondation a 7 ans, et j'ai quand même mis du temps à pouvoir créer une certaine crédibilité de notre travail, à devoir prouver aux bailleurs de fonds bilatéraux que nous pouvons recevoir plus d'argent. Donc, je peux vous dire que ça prend énormément de temps et c'est fatigant parce que pour pouvoir fonctionner entre 350 et 400 000 euros par an, on a entre 7 à 10 bailleurs de fonds pour pouvoir couvrir tous nos frais. Alors qu'une ONG internationale ne peut avoir besoin que de un ou deux bailleurs de fonds. C'est difficile de pouvoir recevoir des gros montants des bailleurs de fonds bilatéraux institutionnels. Et c'est pour cela que souvent des ONG locales comme la nôtre, nous devenons les contractuels où nous recevons des subventions des ONG internationales qui, elles, sont les récipients principaux des bailleurs de fonds institutionnels. Et cela pose énormément de problèmes dans la manière dans laquelle nous devons travailler et dans la manière dans laquelle les fonds sont distribués, parce que nous avons vraiment l'impression de subir un système assez colonial au final.
les premières années de Manouchaya, j'ai beaucoup subi. J'ai beaucoup subi cette inégalité, cette façon de sentir le système de financement international assez très colonial, paternaliste, à devoir suivre l'agenda des bailleurs de fonds, à devoir subir l'agenda des ONG internationales, alors qu'au final, ça ne matchait pas forcément avec les besoins sur le terrain. Et donc, du coup, on a commencé à se joindre à des mouvements de décolonisation des financements qui demandent justement aux bailleurs de fonds de respecter les ONG locales, de suivre notre agenda, de comprendre les besoins sur le terrain et d'arrêter de nous faire subir ce colonialisme en passant par des ONG internationales qui, au final, reçoivent tous les fonds nécessaires pour faire fonctionner leur ONG, pour payer des salaires décents à leur staff, alors que nous, au final, sur le terrain, on ne peut pas recevoir la même chose. On ne peut pas recevoir de fonds pour faire fonctionner nos ONG de manière durable. On ne peut pas se payer de bons salaires, alors que nous faisons tout le travail sur le terrain. Et c'est vraiment nous traiter comme des travailleurs ou des juristes de seconde ou troisième classe, tout simplement parce que nous sommes sur le terrain. Et ça doit vraiment cesser parce que c'est inégal, c'est injuste. L'attitude paternaliste des ONG internationales et des bailleurs de fonds, elle se manifeste dans la manière dont nous devons travailler sur le terrain. Donc, elle se manifeste dans, par exemple, lorsque l'on travaille en Thaïlande ou au Laos, nous sommes quand même dans des pays autoritaires, les gouvernements sont autoritaires. La Thaïlande vient d'avoir un nouveau Premier ministre, mais depuis 2014, on était encore sous régime militaire. Au Laos, c'est un régime très autoritaire. Et les ONG internationales et les bailleurs de fonds veulent nous donner des fonds pour sauvegarder la démocratie, veulent nous donner des fonds pour faire avancer les droits humains, mais il faut le faire de manière toujours très diplomatique, très constructive. Il faut savoir s'engager avec le gouvernement militaire ou le gouvernement autoritaire, mais vous demandez ça à des personnes sur le terrain qui souffrent, qui sont pro-démocratie, leurs droits sont violés. C'est juste insensé. Une autre manière par laquelle on se fait paternaliser, c'est la manière dont on fonctionne. Donc, par exemple, lorsqu'on travaille avec les défenseurs des droits sur le terrain, ou lorsqu'on leur donne des fonds, on ne peut pas demander au peuple autochtone de devenir une ONG. On ne peut pas demander aux défenseurs qui se battent pour ne pas aller en prison ou qui manifestent pour la démocratie de devenir une ONG. Mais les ONG internationales et les bailleurs institutionnels nous forcent, à forcer les personnes à qui nous donnons de l'argent à se transformer en ONG, à faire des rapports narratifs et des rapports financiers toutes les semaines ou tous les mois pour prouver que personne n'est en train de voler l'argent et que nous sommes bien en train d'utiliser leur argent pour atteindre les objectifs négociés. Et c'est une perte de temps énorme, alors que sur le terrain, nous n'avons pas le temps. Ce que l'on demande à ces ONG internationales et ce que l'on demande à ces bailleurs institutionnels, c'est de respecter nos identités, respecter nos cultures et respecter notre façon de travailler. En décembre, plusieurs associations se sont réunies à Bogota, en Colombie. Sous l'égide du manifeste Shift the Power, elles cherchent à instaurer de nouvelles relations entre les associations de terrain et les puissants bailleurs de fonds. Le but, changer de paradigme pour aller vers des relations plus équitables. En 2019, certaines ONG internationales, régionales et locales se sont rencontrées pour créer un manifesto Shifting the Power. Et ce manifesto, c'est vraiment rassembler les demandes des ONG locales et les demandes des mouvements sociaux pour justement changer le système de financement dans notre milieu, qui est toxique et qui est trop paternaliste et qui est trop colonial. Et donc, ce sont des demandes très simples. Ce sont des demandes par lesquelles nous demandons aux bailleurs de fonds de signer notre manifesto et de s'engager à respecter notre manifesto, de s'engager à respecter que nos voix locales soient entendues et soient respectées, que nos besoins soient mis en priorité, que les fonds et la manière dont les fonds sont disbursés et les objectifs des fonds soient négociés avec les personnes sur le terrain pour répondre à nos besoins et non pour répondre aux besoins d'une ONG internationale. C'est de créer de l'espace et de s'assurer à ce que les personnes qui travaillent sur le terrain, qui travaillent au niveau local, fassent partie de ces discussions lorsqu'il s'agit de développer des nouveaux projets de financement au niveau international, des financements qui vont toucher énormément de pays sur le terrain. Rien ne peut se négocier à notre sujet sans nous. Parce qu'au final, tous ces financements sont censés arriver sur le terrain pour soutenir les personnes sur le terrain. Donc rien ne peut se passer sans nous. Shift the Power. Et Shift the Power, ça veut dire nous donner le pouvoir à nous, un pouvoir qui vient du terrain, un pouvoir qui vient d'en bas et qui remonte vers le haut. Certains ont commencé à s'engager avec des ONG régionales et des ONG locales
à faire pas mal de consultations pour nous comprendre, pour pouvoir changer leur manière de travailler et pour s'assurer à ce que l'argent qu'ils nous donnent ou l'argent qui arrive sur le terrain ne devienne pas un fardeau pour nous, mais que cet argent soit vraiment là pour nous aider à nous émanciper et nous autoriser à faire notre travail de la manière la plus efficace possible. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation Antoine Dabrowski. Musique Nikki de Waracles, tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.